Après la guerre des 7 chefs, Thèbes est déchirée par un conflit fratricide entre les deux fils d'Éodipe, Étéocle et Polynice. Tous deux meurent dans la bataille, mais leur oncle, le roi Créon, décide d'honorer Étéocle comme un héros et de laisser le corps de Polynice sans sépulture, car il est considéré comme un traître. Or, dans la culture grecque antique, priver un mort de sépulture est un sacrilège car cela empêche son âme de trouver le repos. Antigone, la sœur des deux guerriers, refuse de laisser son frère Polynice sans sépulture, malgré l'interdiction de Créon. Contre l'avis de sa sœur Ismène, qui la supplie d'obéir à l'autorité royale, Antigone enterre secrètement Polynice. Découverte et arrêtée, elle est condamnée par Créon à être emmurée vivante. Le cœur du drame réside dans le conflit entre la loi de l'État, Créon, et la loi divine et familiale, Antigone. Antigone défend les traditions religieuses, estimant que les lois des dieux surpassent celles des hommes. Créon, lui, défend l'autorité de l'État et l'ordre public. Le conflit conduit à des conséquences tragiques, Antigone se suicide dans sa tombe, ce qui pousse Aimon, le fils de Créon et fiancé d'Antigone, à se tuer également. La femme de Créon, Eurydice, met aussi fin à ses jours en apprenant la mort de son fils. À la fin de la pièce, Créon est accablé par le poids de ses décisions, réalisant trop tard qu'il a sacrifié sa famille pour une loi injuste. Cette tragédie est un exemple puissant de la confrontation entre les obligations morales et les règles imposées par l'État, tout en illustrant la destruction que peut entraîner une autorité intransigeante. La fin tragique d'Antigone, tant dans la version classique de Sophocle que dans la version moderne de Jean Anouilh, est le point culminant de l'intrigue, marquant la réalisation des thèmes de fatalité, de destin, de loi morale contre loi humaine, et de sacrifice personnel. La version de Sophocle. Dans la pièce de Sophocle, la fin tragique est le résultat inéluctable du conflit entre Antigone et Créon. Déroulement des événements, Antigone est condamnée à être emmurée vivante pour avoir enterré son frère Polynice, contre l'ordre de Créon, roi de Thèbes. Tirésia, le devin aveugle, avertit Créon que son refus de donner une sépulture à Polynice et sa punition cruelle envers Antigone vont provoquer la colère des dieux. Il prophétise qu'un malheur terrible va frapper la maison de Créon s'il persiste dans son obstination. Devant la pression du peuple et des avertissements du devin, Créon finit par céder et décide de libérer Antigone et d'enterrer Polynice. Trop tard, lorsque Créon arrive à la tombe, Antigone s'est pendue. En découvrant le corps sans vie d'Antigone, Aimon, son fiancé et fils de Créon, tente de tuer son père dans un accès de colère puis se suicide. À son retour au palais, Créon apprend que sa femme, Eurydice, accablée par la mort de son fils, s'est aussi suicidée. Créon est laissé seul, accablé par la culpabilité et la douleur, conscient que son intransigeance a détruit sa propre famille. Signification de la fin, la mort d'Antigone, d'Aimon et d'Eurydice symbolise la destruction de la famille de Créon, provoquée par son obstination à défendre la loi de l'État au détriment des valeurs familiales et religieuses. Le tragique réside dans l'ironie, Créon, dans son effort pour maintenir l'ordre, finit par perdre tout ce qui lui est cher. Il paie cher son refus de la souplesse et sa tentative de soumettre les lois divines à son autorité. Antigone, quant à elle, meurt en martyr. Elle incarne la pureté de la résistance morale face à l'injustice. Sa mort est un sacrifice inévitable, mais elle obtient une sorte de victoire morale posthume en montrant que les lois des dieux sont supérieures aux lois des hommes. 2. La version de Jean Anouilh. Dans la version moderne de Jean Anouilh, 1944, la fin reste tragique mais prend des nuances différentes, soulignant la confrontation entre le devoir, la révolte et le destin. Déroulement des événements, Antigone persiste dans son acte de rébellion contre Créon, même si ce dernier lui offre plusieurs chances de se rétracter. Elle refuse tout compromis, acceptant volontairement sa mort pour rester fidèle à ses valeurs. Créon essaie de sauver Antigone, non par compassion, mais pour éviter une tragédie inutile et préserver l'ordre politique. Comme dans la version de Sophocle, Antigone est emmurée vivante. Refusant tout espoir de pardon ou de salut, elle embrasse sa mort en acte de défi. Aimon et Eurydice se suicident également, laissant Créon seul, désespéré. Mais avec une différence, Anouilh présente Créon comme un personnage plus ambigu, fatigué et désillusionné, qui gouverne par nécessité plus que par passion pour le pouvoir. Signification de la fin,
la version d'Anouilh met davantage en lumière l'absurdité du destin et la nature tragique de l'existence humaine. Pour Antigone, mourir est une manière de rester fidèle à elle-même, une manière d'exister dans un monde qui ne laisse pas de place à la pureté et à l'idéalisme. Au cœur de la cité de Thèbes, une tension sourde enveloppe les habitants. Antigone, fière et déterminée, se tient face à la grande question morale qui la tourmente: doit-elle obéir aux lois de l'État ou aux lois divines? Créon, devenu roi après la mort de ses neveux Éthéocle et Polynice, est inflexible. Il a décidé que Polynice, considéré comme un traître, ne doit pas recevoir de sépulture honorable. Cette décision est dénoncée par Antigone qui, fidèle aux valeurs familiales, dérobe son courage et désobéit à l'interdiction royale pour enterrer dignement son frère. Ismène, sa sœur, la supplie de renoncer à ce geste. Prudente et effrayée par les conséquences, Ismène préfère la soumission aux autorités. Malgré les encouragements de la nourrice, figure maternelle veillant sur elle, Antigone reste inébranlable. Ce choix, elle le paiera de sa vie. Aimon, fils de Créon et fiancé d'Antigone, tente en vain de mettre en garde son père contre l'entêtement. Il essaie de lui faire comprendre que les lois humaines ne peuvent l'emporter sur les lois divines, mais la voix de la jeunesse et de l'amour n'effleure pas l'armure de certitude que porte Créon. Le chœur, ensemble d'anciens Thébains, assiste, commente et critique les décisions des protagonistes, représentant la conscience collective et les valeurs de la société. Au fil de la tragédie, la tension monte, Antigone est arrêtée et condamnée à être emmurée vivante. C'est à ce moment que Créon commence à percevoir les prémices de la fatalité. Les gardes, quant à eux, apparaissent indifférents, se souciant uniquement de l'exécution des ordres. Apportant de mauvaises nouvelles, le messager annonce le dénouement tragique: Antigone s'est pendue dans sa geôle. Aimon, fou de douleur, se donne la mort auprès d'elle. Eurydice, l'épouse de Créon, ne supporte pas la perte de son fils et se suicide à son tour, accusant Créon de tous ses malheurs. Face à cette dévastation, le roi de Thèbes réalise, trop tard, l'inanité de son obstination. Créon reste seul, brisé par ses choix, accablé par les morts qui l'entourent. La tragédie d'Antigone nous rappelle la puissance des lois divines et le prix de la désobéissance civile, soulignant les failles des certitudes humaines face à l'inéluctabilité du destin. Le prologue d'Antigone, que ce soit dans la version de Sophocle ou celle de Jean Anouilh, joue un rôle fondamental en introduisant les personnages, le contexte et les enjeux tragiques de la pièce. Cependant, dans la version d'Anouilh, le prologue prend une forme plus théâtrale et explicite, avec des caractéristiques particulières qui méritent d'être étudiées. Fonction du prologue: le prologue dans la version d'Anouilh sert de présentation. Il fait entrer le spectateur dans l'univers de la pièce et le prépare à ce qu'il va voir, à la manière d'un narrateur. Anouilh utilise ce dispositif pour dévoiler immédiatement le destin des personnages. Contrairement aux attentes classiques du théâtre, il n'y a pas de suspense, le prologue annonce dès le début que la fin sera tragique. Présentation des personnages: le prologue décrit chaque personnage, ses origines et son rôle dans la tragédie. Voici ce qui est caractéristique: Antigone est présentée comme celle qui va mourir, mais aussi comme une jeune fille ordinaire. Elle est définie par son obstination et son destin tragique. Créon est introduit comme le roi qui va devoir prendre des décisions cruelles. Ismène, Aimon, les gardes, Eurydice, et les autres personnages sont tous décrits dans une sorte de tableau vivant, figés dans leur rôle, avec leur destin déjà écrit. L'originalité du prologue réside dans sa manière de briser le quatrième mur. Il ne cache rien du destin des personnages et insiste sur le caractère inévitable de la tragédie. Ainsi, dès le début, le spectateur sait que tout est joué à l'avance. Thème de la fatalité: le prologue pose l'idée de fatalité, un thème central dans toute tragédie. Dès les premières lignes, Anouilh présente la fin d'Antigone comme inéluctable. Il annonce qu'elle va mourir, et que tout ce qui va se dérouler n'est qu'une marche vers cet inévitable destin. Cette structure rappelle la tragédie antique, où le destin des personnages est souvent prédéterminé. Le destin tragique ne peut pas être évité. Les personnages ne font que jouer les rôles qui leur sont attribués, comme dans un rituel inévitable. Cela crée une tension dramatique: on sait ce qui va arriver, mais on ne peut pas empêcher les événements de se dérouler.
Le ton du prologue est à la fois détaché et clinique, presque froid. Cela contraste avec l'émotion et le drame qui vont suivre. Cette froideur crée un effet de distance, comme si le narrateur était un observateur extérieur, impartial, qui se contente de relater des faits inéluctables. Le détachement du narrateur prépare le spectateur à une tragédie inévitable, tout en désacralisant quelque peu le récit. Ce contraste entre la banalité du ton et la gravité des événements à venir donne une touche d'ironie à la pièce. Préparation à la tragédie en révélant dès le début que l'issue sera tragique, Anouilh change le regard que le spectateur va porter sur la pièce. Il n'y a pas d'espoir de renversement de situation, on ne regarde pas la pièce pour découvrir ce qui va se passer, mais pour voir comment cela va se passer. Cela rend chaque action, chaque réplique d'autant plus lourde de sens. Antigone est déjà présentée comme une victime, une héroïne tragique qui sait qu'elle va mourir mais qui persévère dans sa quête, ce qui rend son parcours poignant et plein de tensions dramatiques.